Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur un film sur lequel je voulais revenir depuis un moment, depuis sa sortie en salle en 2021, Belle de Mamoru Hosoda, inspiré du conte de fées français La Belle et la Bête, une inspiration très libre du conte de 1756 de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, mais aussi de la version de Disney, le film de Disney de 1991. C'est un film avec les voix de Kao Nakamura, mais aussi de Takeru Sato. C'est un film qui dure à peu près 2h04 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est l'histoire d'une ado, Suzu, qui vit entre le Japon moderne et le monde virtuel, le monde de You, dans lequel elle est Belle, une icône musicale qui fascine des millions de gens. Elle rencontre une bête étrange, très agressive, et l'histoire se transforme quand elle décide de la retrouver et de la comprendre. Pour moi, c'est une montée en puissance dans ma découverte du cinéma de Mamoru Hosoda. D'abord avec Ameyuki, c'était très bien, très élégant, avec de l'émotion sur de la famille. Ensuite, Le Garçon et la Bête, que j'ai aussi bien aimé. Bon, même si à la fin il y a des trucs avec des baleines, j'ai pas forcément été très saisi. Mais avec Summer Wars, eh bien j'ai été très conquis par rapport à Ready Player One. Je n'ai pas vu Digimon, qui est aussi d'ailleurs sur les explorations de monde virtuel, semble-t-il. Et quand j'ai vu les premières images de Belle, de la bande-annonce, je me suis dit « Oh, ça va être un film que je vais aimer !» Je ne savais pas trop ce que j'allais voir en même temps. À la fin, j'ai pleuré comme une madeleine, je vous en parlerai bien sûr de ce moment. Les retours ont été très positifs, 14 minutes de standing ovation au Festival de Cannes en 2021, une vraie attente, une découverte du coup savoureuse, pleine d'émotions. Je ne l'ai vu qu'en VO. Également, je ne peux pas parler vraiment de la VF, il paraît que Hosoda a trouvé la VF formidable, même si on sait tous que les Japonais peuvent être extrêmement polis. Mais pour le coup, je formulerai aussi une petite réserve sur le public atteint, ce n'est pas un film pour les enfants. Je considère que le film traite de sujets qui ne sont pas vraiment pour les enfants, mais plutôt pour des ados plus avertis, qui ont déjà une conscience du monde qui les entoure. Parce que précisément, c'est la dynamique d'être conscient de ce qui nous entoure dans le film, qui nous amènera bien sûr à prendre des décisions pour changer les histoires. Pour commencer, je souhaiterais évoquer quand même une sorte de procédé bizarre. On a l'Amérique, Disney, qui prend un conte français pour faire un film, et le Japon récupère le film américain pour faire sa propre version. On s'éloigne ainsi de plus en plus du conte, mais on reste sur, en partie, le message de l'apparence, de l'image extérieure et de ce que nous dégageons à l'intérieur. C'est comme la pub pour Danone. C'est un petit peu Belle et la Bête pour le public d'internet. Ça permet de mélanger plein de choses également. Le super-héroïsme, le pouvoir, la double identité, les médias digitaux, la célébrité, l'identité, la dépendance à ces réseaux, et aussi la violence domestique, la violence cachée, le mutisme, la honte. Tout cela est passé un peu à la moulinette où on en voit quelques bribes, quelques petits fragments par-ci par-là en fonction des scènes. Et pas mal de ces thèmes ont déjà eu quelques échos dans Summer Wars, qui date de 2009, sur la réponse au virtuel par le réel. Ici, on est sur une dynamique similaire, je trouve. Pas sur un même enjeu, mais la dynamique du réel qui vient régler le problème du virtuel, c'était déjà le cas dans Summer Wars. Par conséquent, le mythe de la Belle et la Bête n'est pas vraiment exploité dans sa complexité dans le film de Hosoda. Et en même temps, encore une fois, à cheval sur les deux dynamiques du conte et de tout ce que génère Internet, eh bien, on n'exploite jamais pleinement les deux. Et ça reste compliqué de parler d'Internet. On en revient quand même à des trucs comme dans les productions US, Les Mondes de Ralph 2, Emoji Movie, Ron des Blocs. Bon,
ça reste quand même délicat, ça reste de surface, parce que ça mériterait un film entier uniquement sur le rapport qu'ont les gens avec Internet. Il y a des choses qui émergent de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Ici, le réalisateur, puisqu'il ne fait pas vraiment partie de la génération d'Internet, eh bien il en fantasme un aspect, une sorte d'Internet qui n'existe pas, avec ce dispositif de You qui est presque magique, un dispositif magique. On ne choisit pas son avatar, il est créé pour nous. Ça permet de se découvrir soi-même, de découvrir son talent caché. Le film ne demande pas de chercher trop loin dans les règles de fonctionnement de You. Le principe suffit. Ça peut donner un peu de frustration quant au manque d'exploration. Les éventuelles règles qui seraient présentées au moment où le scénario en a besoin, en fonction des besoins de l'écrit. Le slogan You, c'est « You can't start over in reality, you can start over in you ». Dans le monde de You, qui est quand même idéalisé, le fameux « on peut faire tout ce qu'on veut », eh bien on semblerait qu'il n'y ait que Belle qui fasse quelque chose dedans. Elle chante. Les autres personnages, on les voit juste flotter. Bon, ok. Et en cela, le réseau You ne semble absolument pas vivant. C'est un univers de référence qui est une toile de fond, qui n'est pas du tout mise en avant. C'est une faiblesse qu'a le film malheureusement. Il n'arrive pas à rendre vivant son monde virtuel. Donc c'est une vision lointaine, extérieure de ces réseaux sociaux. Pour Hosoda, dans une interview qu'il avait donnée pour France Culture, il n'y a pas forcément de frontière entre le monde virtuel et le monde réel. Les jeunes passent de l'un à l'autre sans problème, sans barrière. Comme on a notre monde intérieur et le monde extérieur, c'est la même dynamique avec Internet. Depuis Summer Wars, les réseaux sociaux, eh bien, ils se sont étendus. Mais au final, on a peu d'évolution sur la représentation du monde virtuel. Le film commence par une présentation en voix off, un peu publicitaire, c'est le même principe que pour Summer Wars. Est-ce que ça en fait du film Belle un film réactionnaire? Non, c'est juste un film qui est en retard, tout simplement. On ne peut pas avoir un contrôle sur le monde réel, donc on essaye de l'avoir sur Internet. Mais voilà, quand on n'arrive pas à avoir un contrôle sur ce qui est dit sur Internet, eh bien on le prend mal. Et on a des plaintes Twitter. Comme on a dans le film des gens qui viennent se plaindre, qui viennent chercher la petite bête. Et ça montre l'emprise du virtuel sur nos vies. Se rendre compte aussi de la folie de l'engagement sur Internet. La réappropriation des propos. Il y a quelques scènes qui l'évoquent. Les univers d'Internet ne peuvent pas obstinément faire comme si nous n'étions pas humains. Il y a les mêmes vérités et les mêmes mensonges. Le film nous rend compte de la facilité de changer d'opinion sur Internet. En quelques secondes, comme le dit Julien Dupuis dans Sale Temps pour un film qui lui était consacré, une vérité humaine dans un environnement virtuel. Ça permet bien sûr de montrer toutes sortes de choses virtuellement avec des effets esthétiques comme le déminage des propos, des quiproquos, comme un jeu de stratégie. À un moment dans le film, il y a l'ami de Suzu qui essaye de régler un problème de réputation comme si c'était un jeu de stratégie. Donc ça permet de faire esthétiquement quelque chose, de représenter esthétiquement des relations humaines. Le monde d'Internet évolue très vite, comme je vous le disais, le film est en retard, les jeunes n'ont pas changé le monde non plus avec Internet, c'est devenu plutôt chaotique. Il considère alors qu'il a cet espoir qui est apparu avec cette technologie qui est encore possible aujourd'hui. Et le film parle de cet espoir, de changer le réel par la révélation sur Internet. Et en cela, c'est une célébration de la vie, ce que nous présente le film. Ça permet aussi une résolution dégoulinante, de bonnes intentions, d'espoir, sur un fond un peu invraisemblable, la gamine partant toute seule sauver les plus petits parce qu'elle a vu ou entendu un micro-détail dans une vidéo, et ça jure avec la séquence de chant dans You. On laisse la situation, à mon sens, pas résolue totalement, pas de la façon que j'aurais souhaité, c'est-à-dire pleinement. Et pas que la fin, il y a des choses qui ont été laissées sans vraiment être conclues. Ça a été évacué lors d'une scène ou d'une demi-scène. La chanteuse rivale, les deux amoureux dans la vie réelle, la relation avec le père. Ce sont des petites toiles de fond qu'on utilise par moments pour ponctuer des scènes ou ponctuer le scénario, mais ce n'est pas vraiment résolu.
Est-ce que ça nécessite d'être résolu? Je pense qu'il y a aussi un travail que doit faire le spectateur sur l'envie de voir à chaque personnage ou à chaque conflit ou à chaque obstacle une pleine résolution. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut laisser sur le côté. Tout n'est pas forcément connecté ensemble, mais il ne faut pas chercher une connexion systématique et un lien complet. C'est là où je me rends compte que le film a quand même un rythme bien à part. Trop de personnages, trop d'intrigues, pas assez de résolution de ces différentes intrigues, ou peut-être pas une résolution comme je vous disais, pleine, et je pense qu'au vu de la régularité de ce procédé dans le film, c'est quelque chose qui est plus global et qu'il faut accepter plutôt qu'aller à l'encontre, comme moi je l'avais fait quand j'ai vu le film la première fois. Je n'ai pas eu cette sensation de problème au scénario dans ces précédents films, c'est surtout celui-là, c'est pour ça que je vous en parle, mais vu comme c'est régulier dans le film, je pense que c'est à des dessins précis. Toutes ces petites intrigues ne sont pas pleinement résolues, mais l'intrigue principale est résolue jusqu'à la fin. Donc ça veut peut-être dire il faut se concentrer sur l'important, sur ce qui est le plus important. C'est sauver des vies, c'est célébrer la vie, plutôt que voilà, des relations qui sont délicates ou en finir avec la jalousie. Le film est assez compressé et en même temps il prend son temps. La bête arrive un petit peu en retard génération dans les timings d'éléments perturbateurs, ici c'est à 30 minutes, alors que dans un film de durée normale c'est plutôt entre 20 et 25 minutes. Et au vu de la densité d'éléments dans le film, ça a son importance ces quelques minutes. On a des passages qui narrent la vie réelle, avec les adultes de la chorale. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Les Japonais ont aussi une grande passion pour raconter les moments de lycée. Ils le font, je trouve, très très bien, de nous rendre compte de l'ambiance de ces lieux. Et je reviens encore sur la fin, elle se résout beaucoup trop rapidement. L'histoire de l'enfant maltraité ne glisse pas du tout dans le récit. Ça arrive d'un seul coup, paf, ça nous surprend. Ça crée un effet sidérant de voir ce genre de sujet dans un film d'animation japonais. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend des risques. Est-ce que ça augmente du coup la durée artificiellement? La durée n'est pas augmentée artificiellement. Mais il manque de temps par contre, car la fin à la vue du sujet me semble rushée. C'est une affaire de situation dont j'ai la conviction qu'elle n'exploite pas totalement son potentiel. On a l'impression de voir en effet deux films différents. Toutes les idées sont à la fin enfoncées dans un entonnoir, et on n'a pas le temps d'en savourer une seule. Pourquoi le film est dans ce cas fabriqué de cette façon, au scénario, pour retranscrire une façon de voir. Mais il est clair qu'il y a beaucoup trop d'intrigues à gérer dans le film. Mais le sentiment d'accomplissement est là, parce que le principal a été résolu. Mais les obstacles qui amènent à cet accomplissement ne semblent pas assez nombreux pour permettre cette évolution. Il n'y a pas assez de temps de présence, notamment pour la bête, pour qu'on puisse développer une relation comme Belle a une relation avec elle. Il nous manque des fragments. Le film n'est pas une conversation sérieuse sur la sûreté d'Internet et les violences domestiques, mais je veux bien croire que ces questions sont compliquées à entendre, à discuter au Japon. Car n'oublions pas que ce n'est pas un film fait par un occidental. En France, on est très critique du système. Je ne pense pas que ce soit le cas au Japon. Donc peut-être que dans l'état du dialogue sur les questions de l'art au Japon, c'est une bonne avancée. Se mettre à la place des gens de ce pays. Ça, c'est tout un art qu'il faut pratiquer quand on fait de la critique et aussi quand on regarde un film. On entrevoit un possible message délicat qu'une jeune qui ne réussit pas dans la vie réelle pourrait réussir sur Internet et avoir la confiance qui lui manque via Internet. Mais après, ça déborde sur un délicat sujet qui est de laisser cette adolescente s'occuper de toute l'affaire à la fin, toute seule. Ça, c'est un petit peu fort de café. Encore une fois, il y a un équilibre à avoir, mais nous sommes aussi dans une fiction. On peut imaginer qu'elle le fait parce que dans les conventions de la fiction, on doit amener le personnage à aller plus loin que des réflexions ou des réactions logiques dans notre monde à nous. On peut imaginer qu'elle a appelé la police et qu'elle aurait utilisé sa célébrité d'Internet et le trafic qu'elle aurait généré pour donner une maison aux deux jeunes. Mais on ne voit rien de cela. Et ça aurait été bien de le faire, car ça aurait montré que les influenceurs sur Internet ne sont pas coupés du monde et peuvent avoir un impact sur le monde réel. Mais ça,
Hosoda n'a pas encore assimilé que le réel a un impact sur Internet, oui, mais l'inverse, et d'une façon très positive, peut avoir lieu également. Rafik Djoumi, dans 5 temps pour un film, dit ceci: « Vous grandissez là-dedans, dans le monde d'Internet, mais sachez que vos douleurs, elles ont le moyen d'être entendues. » Et c'est une idée qui se fait au détriment du récit même. Je pense que le film gâche l'opportunité de pouvoir donner de belles scènes pour permettre à la fille de résoudre son trauma. Elle le résout en quelque sorte en venant s'occuper de quelque chose d'autre. Et ça, c'est un artifice de narration qui est dommageable. En plus d'autres problèmes de narration, de plus généraux. Je trouve que le rapport émotionnel entre la Belle et la Bête est beaucoup trop rapide. En une scène de rencontre, il y a déjà un lien extrêmement fort. Il n'y a pas d'apprivoisement. Alors on considère que parce qu'on a vu La Belle et la Bête, une autre version, la version de Disney, explicitement citée, qu'on n'aurait pas besoin d'autres scènes puisque ces autres films, on connaît l'engagement de la Belle envers la Bête. Ce serait se reposer sur la mémoire cinématographique du spectateur d'autres films au lieu de faire son propre boulot au sein de son propre film. Et je pose cette interrogation-là parce que j'ai l'impression que ça a fonctionné comme ça pour moi vis-à-vis de ce film. Parce que je connaissais les autres versions de La Belle et la Bête, donc je n'avais pas besoin de plus de scènes pour être en phase avec les personnages et leurs relations. Alors que quelqu'un qui n'a jamais vu peut-être différentes versions de La Belle et la Bête, il aura l'impression que la Belle, elle va vite en besogne vis-à-vis de son lien émotionnel avec la Bête. Cette idée, elle est à l'intérieur du film même, avec un moment émotionnel qui touche Suzu. C'est la disparition de sa mère et les flashs qu'elle a pour se remémorer d'elle et qui va la motiver à avoir de l'émotion à certains moments, à prendre des décisions. Il nous le signifie, le réalisateur, avec une succession de fragments de récits qui est censé nous créer de l'émotion. Avec le chant devant la foule, à la fin du film, elle se révèle pour donner le courage à l'autre enfant de se révéler également. Et c'est un des passages qui m'a le plus ému, c'est un des passages qui m'a le plus ému de tout ce que j'ai pu voir de ces dernières années. Et en même temps, et c'est un moment du récit qui a un excès qui est complètement dommageable, qui fait du mal au récit. Puisqu'on a, pendant l'émotion de la scène, de la grande scène de chant, eh bien on a encore une fois ces fragments avec la mère qu'on a peut-être vu il y a 15 minutes. C'est une impression. Et ça endommage la puissance de la scène. Mais totalement. Parce qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est espacé entre l'utilisation de ce montage de diaporama de photos avec la mère, entre la première fois ou la deuxième fois qu'on l'a utilisé, et la scène de fin. Je trouve que c'est beaucoup trop court. Et ça, je trouve que c'est une technique qui nécessite de laisser beaucoup de temps entre son utilisation. Je renvoie à 2 exemples, je crois que je les avais déjà cités, mais je vais les redire. C'est Mission to Mars et Il était une fois en Amérique. Ces 2 films utilisent, à la fin de leur épopée, le même procédé. À la fin de Mission to Mars, à la fin de Il était une fois en Amérique, on utilise des fragments figés, des instantanés en quelque sorte, et ça marche. Parce que ces moments s'inscrivent dans la mémoire et le passé de la fiction. Parce que le film dure tellement longtemps que ce passé a été déjà assimilé. Ce n'est même plus ce présent qu'on a encore en mémoire. Le film dure plus de 3 heures. On a du mal déjà à se souvenir des premiers moments du film. Donc on a ces fragments qui viennent du passé nous rappeler tout ce que nous avons vécu. Et ça fonctionne uniquement si le film est long. Dans Seul sur Mars, De Palma fait le même procédé. Le petit souci, c'est que le film est court pour l'idée d'épopée et on nous prend que des extraits issus du film. C'est-à-dire les grands moments de sa vie, c'est juste les moments du film. Et ça, c'est juste très gênant et ça fait très très vieillot et ça fait le mec qui veut faire comme, mais ça marche pas. Eh bien, cette impression, je l'ai eu aussi à la fin de Belle avec ce procédé. On a le quotidien typique d'une lycéenne japonaise, avec les problèmes d'adolescents, la solitude, le dénigrement et l'attirance de la nouvelle image virtuelle. You touche toutes les générations. On le voit, ils sont tous connectés. Suzu, au-delà de ses amourettes qui constituent aussi un conflit dans l'évolution de son personnage, eh bien,
elle est incapable de chanter depuis la disparition de sa mère. Comme par hasard, elle peut chanter dans le monde de You, c'est son intérieur. Donc quand je vous parlais souvent de conflits extérieurs, personnels et internes, eh bien là littéralement ils prennent corps au sein de You ou du monde extérieur à You, le monde réel. Et là les niveaux de conflit se gèrent aussi en fonction de ces deux terrains de jeu là. L'idée du double visage est présent dans le conte, et c'est ce qui m'avait intéressé au final, et là on l'utilise au sein de You et du monde réel pour créer toutes sortes de conflits, de réputation, de savoir qui est qui. C'est une dynamique qui est assez importante dans le film. Mais en même temps de se créer une image d'elle, un double, eh bien elle se cherche elle-même dans la réalité, sans sa mère. Elle est accompagnée dans You d'une baleine avec des enceintes. Je crois qu'il aime beaucoup les baleines, Hosoda. Dans ses différents films, on a toujours une petite baleine quelque part. On a donné beaucoup de signification aux baleines. Il veut donner peut-être plus de sens à des animaux que simplement les désigner comme nos ennemis ou nos amis. Par exemple les loups. Mais je pense qu'à partir de là, on peut se poser la question de toute la signification des différentes représentations au sein même de You. Dans les costumes, dans la façon dont on interagit avec les autres. Comme le personnage le dit dans le film, You est une représentation exacerbée de notre intérieur. Il y a dans le film une multiplication de personnages, plus qu'à l'accoutumée. Des personnages qui auraient pu ne pas être dans le film, ils auraient pu enlever, dégraisser pour mieux, quand je vous disais justement de rajouter un petit peu d'obstacles pour l'appréciation de la bête, ils auraient peut-être été mieux de les enlever, mais en même temps, je vous parlais un petit peu avant de donner de la vie au récit, des petites choses à part, des intrigues secondaires pour étoffer une grosse intrigue, un gros tronc principal. Eh bien, c'est aussi cet équilibre qui peut-être est mal resserré autour du personnage principal. Il y a quelques intrigues et des éléments de contexte pour faire vivre bien sûr le film, c'est évident, mais on a cette frustration de ne pas voir les choses pleinement abouties. On a cette chanteuse dans le monde virtuel qui est jalouse de Belle. Ce n'est pas une intrigue, c'est un petit élément de contexte. Et je pense qu'il faut juste le voir comme ça. Il ne s'agit pas de recréer des intrigues au sein même de la grande intrigue, mais il faut donner un semblant de vie. Mais il donne un semblant de vie par des conflits, et des conflits qu'on souhaite résolus, mais ce n'est jamais le cas. Nous avons des personnages très archétypaux. Il y a peu de développement sur chacun d'eux. Nous avons aussi des personnages introduits à la fin du film, et il est très compliqué de s'en faire pour ces personnages. Nous avons la bête, qui n'arrive pas du tout au début du récit. Elle s'oppose au système par rapport au film de Disney où elle est présentée très très tôt. C'est une bête qui s'oppose au système et par sa douleur cachée, elle brille. Elle brille aussi auprès du spectateur par la violence de sa représentation. Mais sa douleur n'est pas montrée, la douleur est révélée artistiquement par des taches sur la cape. Après, dans la relation même avec Belle, la passion, le désir, la motivation, il ne faut pas trop questionner tout ça. Pourquoi Belle veut rencontrer la bête, c'est encore un grand mystère. La raison de rencontrer la bête est très très maigre, une curiosité poussée par son ami. C'est là où j'ai ressenti le manque de connexion entre le réel et le virtuel. Et la relation avec la bête est du coup pas du tout la même. La bête a des problèmes avec les deux mondes. On dit que Dragon est dangereux ou instable, mais on ne voit pas ce qu'il fait pour cela. Ce n'est pas le seul à foutre le bordel dans You quand même. Une pilule qu'on veut bien nous faire avaler. Il y a un certain nombre d'éléments, il faut y croire sans trop se poser de questions. La bête est un de ces éléments. Il y a un travail d'apparence dans le film du coup, un extérieur archétypal, trop grossier, dans les extrêmes bien sûr, la bête est grande et moche, et Belle est fine et belle. Mais bien évidemment il y a plus que cela, le récit développe leur complexité dans une sorte de symétrie. Vous savez, Suzu est introvertie en début de film dans le monde réel et devient la Belle qui chante, donc qui extravertit son intérieur dans You, et la bête, Dragon donc, dans You se révèle être un enfant qui est, encore une fois, quelqu'un d'introverti, donc qui a un rapport d'équilibre entre le personnage au début du film et l'autre personnage à la fin du film, comme s'il y avait une espèce de boucle, et à un moment ces deux personnages se rejoignent bien sûr dans la scène de danse.
Chose intéressante par rapport à Internet, elle croit que c'est une personne de son âge, qu'elle peut imaginer peut-être un amour avec la bête. Mais c'est un enfant. C'est le problème des apparences avec Internet. Imaginer quelque chose qui n'est pas. Et du coup, il y a une ambiguïté. On projette une relation amoureuse du film de Disney sur les protagonistes de Hosoda. Mais on se rend bien compte que l'amour entre l'homme et la femme, eh bien, ne peut pas avoir lieu ici. Ici, il y a une vraie différence. Ce n'est pas de l'amour, mais une forte amitié bienveillante. De l'attention. Belle a la capacité d'empathie, d'amour. À la japonaise, bien sûr, hein, vous savez comme ils le font, parce que l'amour au Japon, c'est quasi impossible d'en parler dans tous ces animés, c'est assez hallucinant, hein, c'est de la forte amitié, mais pas plus. Le récit d'amour devient un récit d'entraide. Elle le formule d'ailleurs clairement dans le film, elle ne dit pas « je t'aime », elle dit « je pense que je te comprends mieux maintenant ». Ça semble aller un peu vite. Le parallèle de l'évolution des sentiments qui est instauré chez Hosoda n'est pas du tout le même que chez Disney, c'est plus instantané. Encore une fois, je vous disais qu'il manque des morceaux dans ce récit pour nous faire croire à cette relation. L'antagonisme, eh bien, disparaît, puisqu'il n'y a pas d'antagoniste amoureux de Belle qui va se confronter à la bête. On a une sorte de All Might raté, si vous voyez ce que je veux dire, une brigade de la justice sponsorisée, des personnages qui révèlent les utilisateurs derrière leur avatar. Et ça peut créer des problèmes dans la vie réelle, sachant qu'il y a aussi une énorme activité qui se génère sur You, et privée de cette activité, eh bien la personne est un peu dépossédée d'elle-même en quelque sorte. Mais elle, comparée aux autres, à se révéler, elle ne perd pas grand-chose, parce qu'elle ne profite jamais de sa renommée ou de l'argent qu'elle pourrait générer. Alors, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce qu'elle a à perdre, justement? Bah, rien. Alors on nous fait monter la sauce comme quoi, oh là là, elle va perdre son personnage, ou son personnage va être révélé, c'est le drame, mais en fait, quand on y réfléchit, par rapport aux éléments que nous avons narrés dans le récit, c'est pas une grande perte pour elle, hein. C'est un faux dilemme, parce que pour elle, le statut qu'elle a acquis ne signifie pas grand-chose. C'est son ami qui lui fait monter le bourrichon sur son utilisation de personnages dans You. Et les dernières 35 minutes, eh bien, c'est un sujet de film à part entière. La violence faite à un enfant. Très très rare de voir ça dans l'animation japonaise, sur tout ce que j'ai vu, formulé de cette façon. Et pour gagner la confiance de Kei, qui protège son petit frère, si je ne me trompe pas, contre le père, eh bien elle va sacrifier son personnage pour acquérir sa confiance, pour dire que c'est bien Belle qui l'avait contacté par internet, eh bien elle va sacrifier son personnage dans le moment du film. Alors c'est la grande scène de chant qui dure à peu près 11 minutes, qui est sensationnelle. Vraiment, on a un zoom sur elle en tant que Belle dans You, puis un fondu sur Suzu dans le réel, mais le zoom continue devant l'écran, et cet écran devient l'étendue de You. On prépare le traumatisme en chantant devant l'étendue. Et devant l'étendue c'est quoi? C'est l'eau, une eau qui revient régulièrement dans le film, puisqu'elle passe à côté d'une rivière régulièrement, et bien sûr il y a ce rapport entre elle et l'eau, elle et le public, elle et l'étendue sans fin. Et l'eau qui lui a fait perdre sa mère est donc la source, le flux, l'étendue, et tous ces conflits de personnages installés au début du film sont presque résolus ensemble dans la même scène, qui rend par conséquent la scène extrêmement émouvante, très 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 intense. Mais la chanson ne s'arrête pas là. Le moment vraiment de grâce du film, c'est quand elle commence à fredonner cette chanson. C'est juste après, à nouveau, on a des images de son traumatisme d'enfant. On arrive au moment le plus important du film, c'est le rapport à l'autre. On a d'abord des images de traumatisme de Suzu, puis des images de sa relation avec la bête, et elle partage son traumatisme à ce moment-là, et fait un lien entre les deux histoires. Qu'y a-t-il de plus universel que son individualité? Et tous le savent, et entrent en communion avec Suzu, en reprenant son chant, en reprenant son traumatisme, en partageant en fait sa douleur. C'est un partage, c'est un moment de partage et de rapport mutuel. Elle n'est plus face à une étendue d'eau, mais face à une étendue de lumière, de voix, d'individus empathiques.
Et cette scène est vraiment sur la communion de la souffrance, l'empathie d'autrui. Il y a des moments où vous savez que ce que vous venez de voir, c'est du cinéma. Et là, pour moi, c'était un de ces moments. Ce qui est reconnu universellement, c'est que nous sommes des individus différents et que chacun a droit au bonheur et que chacun a droit à du respect. Et dans cette scène, le personnage se livre totalement et on touche les autres et on trouve une réponse parce que la personne se livre dans cette scène et elle livre bien sûr au spectateur. Et je pense que c'est cette réponse, de cet échange qui me fait chavirer. Ils sont beaucoup trop rares, ces personnages qui incarnent la conviction de l'homme devant défendre les autres pour avoir une chance d'être soi-même. Les autres, à commencer par les plus démunis, les laissés pour compte, les opprimés, même lorsqu'ils sont malheureusement capables du pire. C'est grâce à ces justes d'hier et d'aujourd'hui que demeure la possibilité de donner du sens à un monde qui décidément n'en a pas, tant il est plongé dans l'obscurantisme, le désordre et la violence. Et puis bien sûr, il faut accepter le sentimentalisme. Il faut se laisser porter par les émotions d'autrui. Il faut se laisser porter aussi par le sentimentalisme de la scène même. Il faut jouer le jeu du film d'animation. Après cette tirade un peu solennelle, revenez sur simplement accepter le sentimentalisme. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes là aussi pour vivre des choses, au-delà de simplement voir le film. Donc il faut accepter aussi la mise en condition émotionnelle des personnages, être intelligent émotionnellement, réceptionner les choses. Et cette scène, je l'ai vraiment beaucoup réceptionnée. Ça fait plaisir de croiser une telle scène. Et ça, je remercierai jamais assez Hosoda pour l'avoir créé. Hosoda, il revient d'un petit peu loin, il revient de Digimon. J'ai jamais vu son film. Mais il avait déjà travaillé les mondes virtuels avec justement Digimon et Summer Wars. Et j'ai l'impression qu'il combine ce travail avec, c'est-à-dire cette réflexion, bien sûr, avec la sensibilité de Ameyuki et du Garçon et la Bête. Un film somme, pourrait-on dire, concernant Belle. Belle, elle est conceptualisée comme une star globale, sûrement pour échapper au caractère japonais ou tout du moins l'atténuer. Il fait appel alors à un dessinateur qui a travaillé chez Disney. Il a eu de l'aide d'ailleurs d'autres personnes, pas que d'un dessinateur précisément, mais il a eu un dessinateur Jim Kim. Jim Kim qui a commencé sa carrière sur les dessins animés à la télé, vous savez, comme Mr. Mask, hein. Et après, il a été l'animateur sur les films, fin 90 et les 2000 à peu près. Vous savez, des films comme Hercule, Cusco, La planète au trésor, Chicken Little. Et il continue avec le Chara Design vers la fin des années 2000 avec Bolt, Moana, Belle et Encanto récemment. Que j'ai vu qui est intéressant, même si la morale de Encanto, bon, rester en famille, ça j'ai pas besoin de voir un film pour le savoir. Hein. Il a aussi eu l'aide de Michael Camacho, qui est un artiste et character designer, principalement embauché pour les productions de chez Turner, donc les séries de Cartoon Network et de Warner Bros. Animation. Il y a eu aussi une coopération avec les studios de Cartoon Saloon. Alors, vous avez sûrement déjà vu leur travail si vous avez vu peut-être les films de Tom Moore, donc Le Chant de la Mer ou Le Peuple Loup. Je vous invite à découvrir le travail de ce studio, il est remarquable. Et ils se sont occupés des backgrounds de You, donc l'environnement virtuel de You. L'animation de You même, eh bien, c'est une débauche de particules. Une géométrie très poussée et excessive. J'ai l'impression par moments de voir les lignes de fuite du décor de Metropolis de la version japonaise. Quelques plans qui m'ont évoqué ce film-là. On a l'impression d'être dans une immense carte mère d'un ordinateur. Ce n'est pas pour le coup très innovant. Mais il y a un mélange entre l'animation 2D et 3D qui est assez fascinant, une espèce de carnaval que l'on peut rapprocher à l'effet de sidération de la parade de Ghost in the Shell Innocence, donc le deuxième Ghost in the Shell qui a une séquence de parade hallucinante et qui moi me fait poser vraiment la question de la sidération sur certains plans. C'est vraiment très très beau, il y a des moments qui sont
saisissant. Et en même temps, il y a des moments très comiques, un peu moins bien dessinés. Vous savez, un petit peu comme dans One Punch Man. Saitama, il est des fois super bien animé, super bien dessiné, avec plein de traits de tous les côtés. Et quand il y a des choses un peu comiques, et bien tout d'un coup, il est très simplement dessiné. Quand elle tient ses cheveux par exemple chez son amie et qu'elle veut mourir parce que la situation est trop stressante, eh bien nous avons voilà une animation très simple du personnage, ou encore une autre scène qui est la scène en station où les langues se dénouent et l'amour se révèle. Eh bien nous avons aussi là quelque chose de très simplement représenté, comme si la simplicité des sentiments à évoquer et la comédie qui en découle ne peut pas être prise au sérieux et du coup animée de façon très simple, de façon justement pas sérieuse, de façon brouillonne, parce que justement les esprits sont aussi brouillons. Donc il y a une espèce de relation entre la psychologie du personnage et l'intensité du dessin qui est à observer. Je trouve il y a quelque chose de fascinant dans ces variations de dessin chez les personnages. Et là, je vous citais One Punch Man, on est clairement là-dedans aussi dans One Punch Man, concernant le personnage de Saitama. Chose qui est observable aussi, c'est qu'il a fait le choix de commencer par le virtuel. C'est ce qui doit nous convaincre le plus, c'est aussi l'univers qu'on connaît le moins, donc qui est censé le plus nous sidérer, nous fasciner. Donc on commence avec ça. On a un plan très impressionnant au départ, une mise en contexte. On a des graphiques par des données avec une voix objective, presque robotique. Et de base, dans cette première scène, on a cette présentation objective et cette musique très subjective en même temps qu'on entend sans en connaître la source et qui va être révélée. On a ainsi ce mélange entre l'objectivité de la description et la subjectivité du chant et du fond, du contenu, de ce qui se passe sur You. Et on aura constamment une mise en parallèle dans le monde réel. La chanson continue lorsqu'elle se rend à l'école, elle est hantée par son personnage et donc dans la mise en scène il y a une continuité, mais une continuité qui est rarement dans l'autre sens, c'est-à-dire du réel vers le virtuel. Elle est hantée par son personnage. Il y a plusieurs plans où elle est devant des étendues. Il y a une assimilation avec l'eau qui lui a enlevé sa mère, chose que nous allons découvrir par la suite. Et elle va affronter cette étendue à la fin du film, quand elle va se confronter à la population de You. C'est ce que je vous disais avant. Mais par contre, il faut avoir une assimilation assez rapide du passé du personnage. Il n'y a pas vraiment de son réel quant à la transition vers le passé, vers le flashback. On a de la musique et des images très courtes, comme des flashs de moments. Et puis, il n'y a pas de rituel d'entrée et de sortie des souvenirs. Les caméras qui se rapprochent du visage du personnage, les fondus, tout ça c'est du passé, maintenant c'est instantané. Et il n'y a quasiment plus, des fois il y a des colorimétries un peu différentes, mais ça fait un peu vieillir, je trouve, le style. Maintenant nous avons des images instantanées et il est très difficile, si on n'est pas aguerri au montage, de faire la connexion entre ces plans du passé et ces plans du présent. C'est par le travail son qu'il y a une indication comme quoi ça ne fait pas partie de la même temporalité. C'est un montage rapide de vie avec sa mère. On commence déjà à resserrer les pièces de l'émotion, et cela dès les 10 premières minutes. La mise en scène coupe le film en deux. Le réel avec des tableaux organiques, des règles donc d'organisation du plan dans un monde qui est libre, puisqu'elle peut aller où elle veut. Les plans sont sidérants de réalité. Je vous en mets un là, regardez celui-là. On a l'impression que c'est une photo d'un lieu réel. C'est hallucinant. Mis à part certaines textures, dont des textures de plastique qui trahissent le dessin, c'est absolument incroyable. Je suis vraiment sur le cul. Il y a des travails de surface et de lumière dans ce qui est dessiné pour représenter le réel, qui est formidable. Et la perspective, bien sûr, mettre tout cela en relief. Alors, il y a la trahison du plat, de la mise à plat de tous ces éléments, puisque ce n'est pas de la 3D. Et c'est là où des textures comme le plastique trahissent le dessin, mais c'est quand même assez remarquable. Et à contrario, le virtuel, eh bien, c'est un mouvement qui est quadrillé. Il y a une liberté dans les règles, mais dans un monde programmé. Encore une fois, je vous parlais de symétrie avant, bien la symétrie se retrouve aussi ici. La caméra nous fait de grands mouvements amples, mouvements qui ne sont pas du tout présents dans le monde réel, qui proposent des choses beaucoup plus simples, souvent des plans fixes.
ou des plans qui bougent mais parce qu'elles sont embarquées dans une voiture ou dans un train. Là, nous avons des mouvements qui emportent le personnage. Donc on nous crée une dynamique de contraste entre les deux univers. Le château de la Bête est complètement, pour le coup, distordu. Par moments, dans ce château, on a de vrais flashs du film de Disney. L'animation devient autre chose. Elle épouse les références et les mouvements américains. C'est un moment d'ailleurs très unique, je dirais peut-être dans l'animation japonaise. De voir tout d'un coup des choses que les Japonais ne feraient jamais, mais parce qu'ils veulent citer le film américain s'invite dans une production japonaise. On a l'impression que Hosoda voulait faire une sorte de comédie musicale, mais bon, au Japon, ce n'est pas très répandu. Mais il souhaitait que la musique soit centrale. La musique tient les séquences entre elles et donne beaucoup de puissance au film. Il est clair que le film aurait moins d'impact sans toute cette musique. Ça donnerait cette scène en plan fixe dans la station. Le travail d'émotion des musiques et des chansons est très fort. On engage le spectateur également avec ces musiques. La mise en scène, la caméra tout autour d'elle, elle est le centre de la mise en scène et elle est le centre de la musique. Je pense que les réalisateurs souhaitaient que ces musiques de son film résonnent au-delà d'un ajout sur une playlist de favoris sur Spotify, vous voyez ce que je veux dire. Quand on écoute ces chansons, on n'a pas la même impression que lorsqu'on regarde un film de Disney. Les personnages bougent beaucoup moins, ça parle d'émotions directement, et des choses qui sont fortes. Les sonorités ne sont pas du tout les mêmes, il y a quelque chose de plus envoûtant, les chansons sont plus longues, il y a vraiment, encore une fois, une variation japonaise de la thématique américaine qui est à observer et à chérir, parce que c'est plutôt rare. Surtout quand il y a une proximité qui est plutôt rare, mais qui a une telle proximité, il faut l'observer, il faut comprendre, il faut essayer d'en retirer un plaisir de cette confrontation de culture. C'est un vieux conte, et Hosoda le mêle à une nouvelle narration et à de nouvelles technologies. C'est une grosse ambition. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses qui sont présentées et elles ne sont pas vraiment bien traitées, ou je devrais dire, elles ne sont pas traitées totalement, à plein poumon. Je lui mets 17 sur 20. Bien sûr, il y a un émerveillement parce que le film, il a plusieurs histoires, on ne s'ennuie pas. Il y a une impression que le film n'est pas terminé narrativement, ce qui lui est en même temps une force, parce qu'on a l'impression que le film va au-delà de la fin, que le film ne se termine pas quand le film se termine réellement, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi cette faiblesse que le film n'est pas fini narrativement, ou donne l'impression, encore une fois, c'est une impression que j'ai, que le film ne se termine pas et qu'on est frustré. Et du coup, il a fait des choix sur le traitement du mythe, des thèmes. Il ne fait pas une thèse. Je crois que je regrette qu'il ne fasse pas de thèse. Je pense que c'est ça mon problème principal avec le film. C'est-à-dire que je lui reprocherais de ne pas être complet. Mais peut-être qu'il a souhaité ne pas l'être, justement pour que nous, on puisse compléter ce qui nous semble incomplet. Mais bon, toutes ces maladresses, je les pardonne pour cette scène de fin. Je suis content de ce que j'ai retiré du film. Et je crois que c'est le plus important de ma prise de notes, d'autant plus que voilà, quand on est investi émotionnellement, c'est encore plus dur de travailler sur le film même, de retirer des éléments. Donc je suis très content d'avoir fait ce retour sur le film. J'espère que ça vous plaira. Alors, bien sûr, vous commencez à me connaître depuis tout ce temps. Je ne peux pas sortir une telle critique après, directement, voilà, quelques jours après que le film soit sorti. Je ne procède pas du tout de cette même façon, donc là ça arrive bien plus tard, mais bien sûr ce n'est pas grave, Ce sont des vidéos qui sont là pour durer sur le temps. Cette critique est terminée, je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout, je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de vos commentaires, n'hésitez pas à en poster si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les nombreux points que j'évoquais sur le film. Quant à moi, je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Je vous souhaite un bon début d'année 2023 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!